Imagine que ta maison est en réalité 2 fois plus grande que tu ne le penses. Des pièces secrètes, des couloirs dont tu ignores l'existence. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Notre maison cosmique, la Voie lactée, est bien plus vaste que nous le pensions. Et depuis 70 ans, nous n'en connaissions qu'un petit coin. Alors, où se cachait le reste de la galaxie pendant tout ce temps? Quels autres secrets se cachent dans ces vides obscurs? Que nous murmure cette nouvelle carte sur notre place dans l'univers? Rejoins-nous pour lever le voile sur ce mystère cosmique. Abonne-toi et commençons à explorer les secrets cachés de notre maison. Peut-être que tu as déjà feuilleté les pages d'un livre d'astronomie. Tes yeux se sont arrêtés sur ce diagramme familier et élégant de la spirale de la Voie lactée. Et en dessous, ce chiffre fiable, 100 000 années-lumière. Une mesure fondamentale que nous avons apprise, enseignée et utilisée pendant des générations pour cartographier l'univers. Et si cette carte, cette information la plus élémentaire, était complètement fausse depuis le début? Pas un peu, pas avec une petite marge d'erreur, mais fausse de moitié, tout simplement. Pendant 70 ans, nous nous sommes trompés dans l'histoire que nous nous racontions. Cette image, imprimée sur chaque poster de salle de classe, dans chaque animation de documentaire, dans chaque article d'encyclopédie auquel nous faisions confiance, n'était qu'une ombre de la réalité. Pendant tout ce temps, nous étions les habitants d'une galaxie 2 fois plus large, peut-être même plus, que nous ne l'imaginions. Le rideau levé par les nouvelles technologies a révélé une vérité qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir, de la manière dont nous mesurons l'univers, à la date de notre fusion avec notre voisine Andromède, et même jusqu'à la question de savoir si nous sommes seuls dans cet océan cosmique. Depuis des années, les scientifiques sentaient que quelque chose ne collait pas. Les données arrivaient au compte-gouttes, comme des indices, des anomalies qui résistaient au modèle. Des étoiles aux confins de la galaxie se déplaçant bien plus vite que prévu. Des galaxies satellites avec des orbites incroyablement éloignées. Des chiffres qui ne concordaient jamais dans les calculs de masse. Et puis, les mesures ont commencé à déferler comme un torrent. Les données de la sonde spatiale Gaia, les observations de l'espace profond de James Webb, les études des radiotélescopes cartographiant patiemment les nuages d'hydrogène dans les couches externes de notre galaxie. Chaque nouvel instrument, chaque nouvelle perspective révélait le même schéma troublant. La Voie lactée s'étendait bien au-delà de là où nous pensions qu'elle se terminait. Le problème ici n'était pas la négligence des astronomes. Le problème, c'est l'immense difficulté inhérente à la mesure de notre propre galaxie depuis l'intérieur. Imagine que tu es au cœur d'une ville immense et que tu essaies de cartographier ses limites. Tu ne peux pas voir les bords. Tu ne peux pas prendre du recul pour avoir une perspective d'ensemble. Tu es entouré d'un rideau de bâtiments, de lumière et de bruit. Notre situation n'est pas différente. Nous dérivons dans un bras spirale, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Nous sommes cernés par des étoiles et de la poussière cosmique qui obscurcissent notre vue. Pendant des décennies, les scientifiques ont utilisé la méthode la plus logique à leur disposition. Ils ont regardé dans toutes les directions et ont identifié les étoiles les plus brillantes et les plus lointaines qu'ils pouvaient avoir. Ils ont tracé une ligne imaginaire, là où ces étoiles devenaient plus rares, moins nombreuses. Et voilà, c'était notre frontière. 100 000 années-lumière. L'affaire semblait classée, mais la réalité n'a jamais été aussi simple, car notre galaxie n'a pas un bord net comme une assiette. Elle s'estompe lentement dans le vide. Les étoiles se dispersent en de fins courants et en nuages épars, bien au-delà des limites de notre imagination.
et le halo de matière noire invisible et gigantesque qui entoure toute cette matière visible s'étend encore plus loin, beaucoup plus loin. Les anciennes mesures ne suivaient que ce qui brillait, ce qui était évident. Elles ignoraient cet immense halo diffus qui enveloppe tout. La révolution technologique et les nouvelles données qui ont tout changé nous ont montré les courants d'étoiles. Ce sont des rivières d'étoiles, vestiges de galaxies plus petites que la Voie lactée, a englouti il y a des millions d'années. Ces courants sont comme des fossiles cosmiques errant dans l'espace. Leur trajectoire dessine la carte de la véritable influence gravitationnelle de notre galaxie, sa véritable puissance. Lorsque les chercheurs ont suivi ces courants, ils les ont trouvés en orbite bien au-delà de la frontière supposée de 100 000 années-lumière à 200 000 années-lumière et même plus loin. Nous mesurions une ombre. La Voie lactée, elle, était un géant. Cette découverte ne signifie pas seulement mettre à jour un chiffre dans un manuel. Elle réécrit fondamentalement notre compréhension de la structure galactique. Elle modifie la chronologie de notre rendez-vous avec Andromède. Elle double le volume d'espace que nous devons sonder pour chercher la vie dans l'univers. Chaque calcul basé sur l'ancienne taille s'effondre maintenant comme un château de cartes. Mais la pensée la plus troublante n'est-elle pas celle-ci? Si nous nous sommes trompés à ce point sur notre propre maison, notre propre galaxie, sur quoi d'autre pourrions-nous nous tromper? Combien d'autres galaxies sont 2 fois plus grandes que nous ne le pensons? Imagine que tu es au milieu du désert du Sahara, les yeux bandés. Ta mission, mesurer l'ensemble du désert. Tu ne peux pas enlever le bandeau. Tu ne peux pas regarder une image satellite. Tout ce que tu peux faire, c'est sentir le sable sous tes pieds et écouter le murmure du vent. Avec quelle précision pourrais-tu le cartographier? C'est exactement la situation à laquelle les astronomes ont été confrontés pendant des décennies. Les nuages de poussière bloquent notre vue dans presque toutes les directions. Le centre galactique est caché derrière d'épais murs de gaz et de débris. Avec des télescopes optiques, nous ne voyons peut-être que 10% de notre galaxie. Le reste est dissimulé dans cette obscurité que seules les ondes infrarouges et radio peuvent pénétrer. En comparaison, mesurer notre voisine Andromède, c'est tellement plus simple. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Nous pouvons la voir dans son intégralité, d'un bord à l'autre, de la tête aux pieds. Nous pouvons la photographier, compter ses bras spiraux. Mesurer notre propre galaxie, c'est comme essayer de dessiner son propre visage sans miroir, en plein milieu d'un épais brouillard. Les premiers astronomes n'avaient pas le choix. Ils ont mesuré ce qu'ils pouvaient voir. Ils ont utilisé des étoiles comme les céphéides variables, qui pulsent à des rythmes prévisibles, comme des balises de distance. Ils ont calculé les distances des amas globulaires, ces anciennes collections d'étoiles en orbite autour du noyau galactique. Ils ont construit une carte, pas à pas, comme s'ils assemblaient un puzzle, les yeux bandés. La véritable percée est venue lorsque les scientifiques ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser non seulement la lumière, mais aussi le mouvement. Tout dans la galaxie, les étoiles, les nuages de gaz, les amas entiers orbitent autour du centre. Et tout se déplace à des vitesses spécifiques en fonction de la force, de la masse qui les attire. Si tu mesures la vitesse, tu peux calculer la masse et de là, estimer la taille. Mais c'est là que les choses sont devenues étranges. Les vitesses ne correspondaient pas à ce qu'elles auraient dû être. Les étoiles, aux confins de la galaxie, se déplaçaient à une vitesse ahurissante. D'après la masse visible, ces étoiles auraient dû être éjectées dans les profondeurs de l'espace depuis longtemps.
quelque chose d'invisible, une masse énorme, les maintenait en orbite. C'était la matière noire, un halo gigantesque qui enveloppe notre galaxie comme un cocon gravitationnel. C'est là que les anciennes mesures ont échoué. Elles n'avaient compté que ce qu'elles pouvaient voir, les étoiles brillantes et le gaz. Elles avaient ignoré ce squelette sombre, cette masse invisible qui maintient tout ensemble. Les télescopes modernes d'aujourd'hui ont changé la donne. Gaïa suit la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision sans précédent. Les radiotélescopes cartographient le gaz d'hydrogène qui s'étend jusqu'au halo le plus externe. Les yeux infrarouges nous permettent de voir à travers les nuages de poussière qui absorbent la lumière visible. Et nous utilisons les dizaines de petites galaxies satellites en orbite autour de la Voie lactée, comme les grands et petits nuages de Magellan, comme des masses de test. Leur trajectoire nous révèle le véritable champ gravitationnel créé par la masse totale de notre galaxie, visible et invisible. Ainsi, cette carte simple et nette disparaît, remplacée par un portrait plus complexe, plus grand et bien plus mystérieux. Notre propre maison est bien plus vaste, bien plus immense que nous le pensions, et nous commençons à peine à comprendre cette réalité. Lorsque les scientifiques ont assemblé toutes ces pièces, le tableau qui en est ressorti les a stupéfiés. La Voie lactée n'était pas cette spirale modeste de taille moyenne que nous imaginions. C'était un poids lourd, un géant galactique. Son diamètre était peut-être 2 fois plus grand et sa masse 3 fois plus importante. Alors, si mesurer notre maison de l'intérieur est si difficile, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque nous essayons de comprendre ce qui est plus loin, beaucoup plus loin? Les courants d'étoiles. Même si leurs noms semblent exotiques, ils sont en réalité des scènes de crimes cosmiques, des preuves de violence figées dans le temps. Il y a des milliards d'années, des galaxies plus petites et sans défense se sont approchées dangereusement de la Voie lactée. Notre gravité les a capturées, les a déchirées sans pitié et les a étirées comme du chewing-gum. Mais leurs étoiles n'ont pas disparu. Elles se sont dispersées en longues rivières de lumière, transformées en souvenirs, orbitant autour de notre galaxie sur des trajectoires fines et fantomatiques. Certains de ces courants sont si vastes qu'ils couvrent une zone plus grande que toute l'orbite de la Terre autour du Soleil. D'autres contiennent des milliers d'étoiles se déplaçant en parfaite harmonie. Pendant longtemps, nous ne les avons pas remarqués. Ils ressemblaient au bruit de fond du ciel, pâles, lointains, sans importance. Pourtant, ils étaient à les règles les plus honnêtes que nous possédions pour mesurer notre galaxie. Voici pourquoi ils sont si importants. Un courant d'étoiles suit une orbite dictée uniquement par la gravité. Chaque étoile du courant se déplace en fonction de la masse totale qui l'attire. Si tu mesures la trajectoire du courant, tu mesures le champ gravitationnel lui-même. Il n'y a pas d'estimation, pas d'hypothèse, juste de la physique pure. Le courant du Sagittaire est peut-être le plus célèbre. Il s'enroule plusieurs fois autour de toute la Voie lactée, comme un ruban autour d'un paquet cadeau. Lorsque les scientifiques ont suivi ce courant à travers le ciel, ils ont réalisé qu'il s'étendait bien au-delà de ce que nous connaissions comme l'ancienne frontière galactique. Le courant continuait, comme s'il n'allait jamais finir, ce qui signifiait que l'influence gravitationnelle de la Voie lactée continuait aussi. Puis est venu le courant GD1, une fine rivière d'étoiles flottant dans le halo externe. Lorsque les chercheurs ont cartographié sa courbe, ils ont trouvé quelque chose qui semblait impossible. Le courant était courbé d'une manière qui nécessitait beaucoup plus de masse que ce que la galaxie visible contenait.
soit les lois de la physique étaient fausses, soit nous passions à côté de quelque chose de gigantesque. La réponse, comme toujours, était la matière noire. Les courants l'ont révélée comme une encre invisible sous une lumière ultraviolette. L'énorme effet gravitationnel qui façonnait ces rivières d'étoiles provenait d'une matière que nous ne pouvions pas voir. Une matière qui s'étendait 2 fois plus loin que les étoiles visibles. Le courant de l'orphelin est particulièrement mémorable. Il orbite si loin que pendant des années, les scientifiques ont débattu pour savoir s'il appartenait à la Voie lactée ou à une autre galaxie. De nouvelles mesures l'ont confirmé. Le courant était à nous, et cela signifiait que l'influence de la Voie lactée s'étendait au moins aussi loin. Chaque nouveau courant découvert a ajouté des milliers d'années-lumière à notre rayon galactique. Les chiffres n'ont cessé d'augmenter. 120 000 années-lumière, 150 000 et enfin 200 000. Les courants d'étoiles ont donné aux astronomes une réalité tangible, sur le terrain. On ne peut pas contester un courant d'étoiles qui porte en lui l'information de son orbite. Leur trajectoire, c'est la vérité elle-même. La question n'était plus de savoir quelle était la taille de la Voie lactée. La vraie question était: comment avons-nous pu passer à côté de ça pendant si longtemps? En ce moment, tu penses regarder la Voie lactée. Mais en réalité, ce que tu vois, c'est son squelette, ses os, seulement les parties qui brillent. 90% de notre galaxie est invisible. La matière noire n'est plus seulement une théorie. Elle n'a pas été confirmée, mesurée et cartographiée. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais nous ressentons ses effets partout. Dans les étoiles qui tournent trop vite, dans les galaxies qui restent groupées sans se disperser, dans la lumière d'objets lointains qui se courbent autour d'une masse invisible. Dans la Voie lactée, la matière noire n'est pas juste un poids supplémentaire, c'est la structure elle-même. Imagine un gratte-ciel dont tu ne verrais que les fenêtres, mais pas la structure, en acier qui les maintient. Notre galaxie, c'est ça. Les étoiles sont les fenêtres. La matière noire, c'est la structure. Pour chaque étoile que tu vois, il y a 10 fois plus de masse invisible à proximité. Ce matériau forme un halo sphérique et gigantesque autour de notre galaxie, s'étendant bien au-delà du disque visible. Pense à un iceberg. Tu vois la pointe brillante qui dépasse de l'eau. C'est notre galaxie visible. Mais sous la surface, soigneusement caché, se trouve un bloc de glace 10 fois plus grand. C'est le halo de matière noire. Et la taille réelle, elle inclut les deux. Les chercheurs cartographient ce halo en utilisant une technique appelée lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe près de la Voie lactée, notre matière noire la courbe légèrement. En mesurant la courbure, tu peux calculer la masse. Les résultats ont été stupéfiants. Selon ces mesures, notre halo de matière noire pourrait s'étendre jusqu'à près de 400 000 années-lumière. Alors, où se termine la Voie lactée et où commence l'espace intergalactique? Il n'y a pas de frontière officielle, juste une sphère d'influence qui s'estompe lentement, silencieusement dans le néant. C'est pourquoi les astronomes utilisent une mesure appelée rayon virial. Il marque le point ultime où une matière est encore gravitationnellement liée à la galaxie. Pour la Voie lactée, ce rayon se situe entre 200 000 et 250 000 années-lumière, exactement le double de l'ancienne estimation. Les galaxies ne sont pas des îles d'étoiles isolées flottant dans l'espace vide. Ce sont d'énormes halos de matière noire parsemés d'étoiles en leur centre. La partie visible n'est peut-être qu'une décoration.
la substance réelle et la partie invisible. Et si notre galaxie possède autant de masse cachée, alors chaque autre galaxie de l'univers en possède aussi. Quelle sensation cela fait-il de savoir que 90% de tout ce qui t'entoure est fait d'une matière que tu ne peux ni voir, ni toucher, ni détecter directement? Nous vivons dans une galaxie principalement composée de matériaux invisibles, une maison pesant 4000 milliards de masses solaires. Et nous commençons à peine à réaliser à quel point elle est gigantesque. Alors que nous explorions les frontières cachées de notre propre galaxie, notre œil le plus récent et le plus perçant, le James Webb, s'est concentré sur notre voisinage cosmique le plus proche. Ce qu'il a découvert dans le système alpha du Centaure a surpris les scientifiques du monde entier et a soulevé des questions entièrement nouvelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, restons avec cette pensée. Le fait que nous ayons vécu pendant 70 ans avec une idée complètement fausse de notre propre foyer cosmique. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de notre place dans l'univers? Quand tu regardes le ciel, as-tu déjà remarqué ces taches de lumière, pâles et diffuses? Ce sont les grands et petits nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud. Nos compagnons silencieux, qui accompagnent l'humanité depuis des milliards d'années. Et autour d'eux, des compagnons encore plus faibles que nos télescopes peinent à distinguer. Des galaxies miniatures comme la naine du Sagittaire, la naine du Dragon. Chacune est un univers en soi, avec ses propres étoiles, sa propre histoire et sa propre orbite. Pendant des années, nous avons considéré ces galaxies satellites comme de simples voisines, des voyageuses indépendantes vivant dans le même quartier cosmique que nous, mais dont les chemins finiraient par se séparer. Mais si elles ne faisaient pas que passer, et si elles nous étaient liées, piégées, capturées dans l'immense champ d'influence gravitationnelle de la Voie lactée, condamnées à une orbite sans fin? Cette prise de conscience a tout changé. Car si tu mesures la vitesse de rotation d'un satellite et sa distance, tu peux calculer la masse qui le maintient sur cette orbite. Plus de masse signifie des orbites plus serrées. Moins de masse signifie que les objets s'éloignent et se perdent avec le temps. Les galaxies satellites orbitent à des distances et des vitesses spécifiques qui révèlent notre puissance gravitationnelle totale. Prenons le grand nuage de Magellan. Il se trouve à 160 000 années-lumière de nous et met environ 1,5 milliard d'années pour faire un tour complet de notre galaxie. Pour qu'il reste à cette distance, sur cette orbite, la Voie lactée doit être massive. Bien plus massive que ce que les anciennes estimations nous disaient. Les chercheurs ont suivi des dizaines de satellites et ont toujours trouvé le même schéma. Tous orbitaient plus loin que prévu. Tous se déplaçaient plus vite que prévu. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. La Voie lactée était bien plus grande et bien plus lourde que nous le pensions. Mais la véritable avancée est venue des courants de marée. Lorsqu'une galaxie satellite s'approche trop près de nous, la gravité de la Voie lactée commence à la déchiqueter. Ces étoiles sont étirées en longs et fins filaments. La naine du Sagittaire vit actuellement cette lente destruction. Ces étoiles, dispersées dans un courant qui traverse le ciel, entourent notre galaxie entière comme un ruban. Ces queues de marée fonctionnent comme des outils de test. Elles montrent où le champ gravitationnel est le plus fort, où il faiblit et surtout où se trouve la frontière. Si tu cartographies suffisamment de courants de marée, tu cartographies la galaxie elle-même. Et ce que les scientifiques ont trouvé les a choqués. Les courants s'étendaient bien au-delà de la frontière galactique supposée. Certains dépassaient les 150 000 années-lumière. D'autres
approchaient les 200 000. Les satellites criaient la vérité. La Voie lactée était un géant. Les conséquences ont été immédiates et profondes. Si notre galaxie est si grande, la carte du groupe local de galaxies dans lequel nous vivons devait être redessinée. L'espace entre nous et Andromède était plus petit que nous le pensions. L'influence gravitationnelle de chaque galaxie s'étendait plus loin, ce qui signifiait que les collisions se produiraient plus tôt. Chaque galaxie satellite est devenue un point de données. Chaque orbite, un instrument de mesure. Et tous ensemble, ils ont peint le portrait non pas de la spirale de taille moyenne que nous imaginions, mais d'un géant galactique. Et la partie la plus troublante, certains satellites orbitent si loin que nous sommes encore en train de les découvrir. Tous les 2 ou 3 ans, les astronomes trouvent une autre galaxie naine cachée dans les données. Et chaque nouvelle découverte repousse un peu plus les frontières de notre maison. Tout est une question de masse. Et la Voie lactée vient de prendre du poids. Beaucoup de poids. Les anciennes estimations suggéraient que notre galaxie contenait environ 1,5 000 milliards de fois la masse du Soleil. Les nouvelles mesures ont presque triplé ce chiffre. 4 000 milliards de masse solaire, peut-être même plus. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce nombre. Notre Soleil est des centaines de fois plus massif que tout le reste de notre système solaire combiné. Maintenant, prends la masse de ce Soleil et multiplie-la par 4 000 milliards. Voilà ce qu'est la Voie lactée. Un titan gravitationnel. Alors, d'où vient toute cette masse supplémentaire? Elle a toujours été là. Nous regardions simplement au mauvais endroit. La quasi-totalité de la masse supplémentaire est de la matière noire invisible. Les anciennes mesures se concentraient sur les étoiles visibles et les nuages de gaz brillants. Mais ces mesures n'échantillonnaient que les régions intérieures où les étoiles sont abondantes. Personne n'avait correctement mesuré cet immense halo extérieur dominé par la matière noire. C'était l'erreur. Les nouvelles techniques ont tout changé. Les orbites des galaxies satellites et les trajectoires des courants d'étoiles nous ont permis de mesurer directement la masse à des distances immenses. Les simulations informatiques ont comparé le comportement de notre galaxie à des milliers de modèles différents. Et toutes les méthodes ont convergé vers la même conclusion. 4 000 milliards de masse solaire. Les conséquences sont gigantesques. Plus de masse signifie une gravité plus forte. Cela signifie que nous dominons le groupe local bien plus que nous ne le pensions. Notre voisine Andromède a toujours été considérée comme la grande sœur du groupe, la galaxie Alpha. Mais les nouvelles mesures nous racontent une autre histoire. Peut-être sommes-nous des égales. Peut-être que cette galaxie silencieuse et massive est en fait encore plus grande que sa jumelle. Nous savons maintenant que la Voie lactée et Andromède ont à peu près le même poids. Chacune pèse 4 000 milliards de masse solaire. 2 superpuissances galactiques sur une trajectoire de collision. Cette nouvelle masse ne change pas seulement notre présent, mais aussi l'histoire de notre formation. Les galaxies grandissent en mangeant celles qui sont plus petites qu'elles. Plus tu es grand, plus tu as dévoré. Et une galaxie de 4 000 milliards de masse solaire a un passé sanglant. Nous avons avalé des centaines, peut-être des milliers, de galaxies naines. Chaque courant d'étoiles dans notre halo est la preuve d'un repas, d'une galaxie qui s'est trop approchée et qui en a payé le prix. Nous pensons savoir où nous vivons. Nous pensons comprendre notre voisinage cosmique. Nous avons tort. Nous nageons dans un océan de matière noire et nous ne sentons pas l'eau. 90% de tout ce qui nous entoure est quelque chose que nous ne pouvons ni voir
ni toucher, ni détecter directement. C'est notre maison, c'est la Voie lactée. Et nous commençons à peine à réaliser à quel point elle est gigantesque. Mais il y a une autre énigme. Notre galaxie tourne trop vite. Elle devrait se disloquer. Les étoiles du bord extérieur orbitent à des vitesses qui défient l'entendement. Elles auraient dû être projetées dans les profondeurs de l'espace. Elles auraient dû obéir aux lois du mouvement de Kepler, ralentissant à mesure qu'elles s'éloignent du centre. Mais elles ne ralentissent pas. Et personne ne sait exactement pourquoi. Pense à notre système solaire. Plus tu t'éloignes du Soleil, plus l'orbite est lente. C'est de la physique de base. Les galaxies auraient dû fonctionner de la même manière. Mais ce n'est pas le cas. Les étoiles au bord de la galaxie tournent presque à la même vitesse que celles plus proches du centre. La courbe de rotation reste plate. C'est impossible, à moins, bien sûr, qu'il y ait beaucoup plus de masse que ce que nous pouvons voir. La matière noire est la preuve de cette courbe plate. Le halo invisible fournit la masse supplémentaire et permet aux objets extérieurs de se déplacer à ces vitesses élevées. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Même en tenant compte de la matière noire, les vitesses sont toujours plus élevées que prévu. Certaines étoiles orbitent presque à la vitesse de libération, comme si elles étaient sur le point de quitter complètement la galaxie. Quel mécanisme subtil les maintient liés, mais à peine? Peut-être sous-estimons-nous encore la masse de la galaxie. Peut-être que notre halo de matière noire est plus dense sur les bords que nous ne le pensons, ou peut-être que notre galaxie a récemment grandi. Si nous avons avalé une grande galaxie naine au cours des derniers milliards d'années, cette fusion aurait pu projeter des étoiles sur des orbites à grande vitesse. Ce sont des voyageuses qui portent encore l'énergie de cette collision, qui ne se sont pas encore installées sur leur trajectoire. La courbe de rotation aurait dû être simple. Mais chaque nouvelle mesure révèle plus d'anomalies, plus de valeurs aberrantes. La physique fonctionne partout ailleurs dans l'univers. Dans les systèmes solaires, les amas d'étoiles, les galaxies lointaines, mais dans notre propre jardin, dans la courbe de rotation de la Voie lactée, quelque chose ne colle toujours pas tout à fait. La galaxie ne s'arrête pas là où les étoiles s'arrêtent. Elle continue bien au-delà de tout ce qui est visible, dans le royaume de la matière noire pure. Les scientifiques l'appellent le halo de matière noire. Un nuage sphérique et gigantesque de particules invisibles qui entourent toute la galaxie visible. Ce halo n'est pas une caractéristique secondaire, c'est la structure dominante, la fondation, le squelette qui maintient tout ensemble. Certains calculs poussent ce halo à plus d'1 million d'années-lumière. 1 million d'années-lumière. Si c'est vrai, l'espace sous le contrôle gravitationnel de la Voie lactée est 20 fois plus vaste que les mesures des anciens manuels. Imagine l'échelle. Notre voisine Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Si notre halo de matière noire atteint 1 million d'années-lumière, et celui d'Andromède aussi, alors nos halos se touchent presque. 2 nuages invisibles pourraient déjà être en train de s'interpénétrer, de se mélanger, se préparant à la collision finale. En ce moment, toi et moi, nous sommes à l'intérieur de ce halo. La matière noire t'entoure, te traverse. Des milliards de particules traversent ton corps chaque seconde et tu ne sens rien. Si ce halo s'étend vraiment sur 1 million d'années-lumière, la Voie lactée revendique un volume d'espace colossal. Nous ne sommes pas juste une galaxie, nous sommes un empire galactique. Et si notre halo est si grand, alors chaque autre galaxie de l'univers en a un aussi. Tout ce que nous voyons
n'est qu'une infime fraction de ce qui existe. L'univers visible est une décoration sur un squelette invisible. Si je te disais que 90% de tout ce qui t'entoure est complètement invisible, est-ce que ça changerait ta perception de la réalité? Andromède approche. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait inscrit dans notre calendrier cosmique. Notre galaxie voisine fonce sur nous à une vitesse de 70 km par seconde. Et au bout de ce voyage, il y a une collision. Pendant des décennies, les scientifiques ont calculé que cette rencontre aurait lieu dans environ 4,5 milliards d'années. Mais ces calculs étaient basés sur l'hypothèse d'une galaxie plus petite. Une voie lactée plus petite signifiait une influence gravitationnelle plus faible et plus d'espace vide entre nous. Une voie lactée plus grande change toute la chronologie. Notre gravité s'étend plus loin. Les galaxies commencent à s'attirer plus tôt que prévu. Le premier contact ne se fera pas dans l'éclat des étoiles, mais dans le silence de l'obscurité. Nos immenses halos de matière noire s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Et lorsque ces halos invisibles se toucheront, la collision commencera réellement. Imagine deux personnes marchant l'une vers l'autre. Si les deux sont plus grandes que tu ne le penses, elles entreront en collision plus tôt. Le principe est le même. Seule l'échelle est galactique. De nouveaux modèles suggèrent que cette première interaction pourrait commencer dans moins de 4 milliards d'années, peut-être même dans 3,5 milliards d'années. La chronologie exacte dépend des mesures précises que nous continuons de recueillir. Mais la tendance est claire. Des galaxies plus grandes signifient un contact plus précoce. Ce qui se passe lors d'une collision galactique n'est pas une explosion, mais un balai gravitationnel au ralenti qui dure des centaines de millions d'années. D'abord, les halos externes fusionnent. Ensuite, les disques visibles se traversent. L'espace entre les étoiles est si immense que les collisions directes sont presque impossibles. Mais le chaos gravitationnel est réel. Les nuages de gaz sont comprimés et des millions de nouvelles étoiles s'allument dans les deux galaxies, dans un feu d'artifice cosmique. La Voie lactée et Andromède tourneront l'une autour de l'autre plusieurs fois. Chaque passage arrachera de la matière aux deux galaxies, déchirera les bras spiraux et projettera des étoiles dans l'espace en longues queues de marée. Et finalement, peut-être 1 milliard d'années après le premier contact, elles fusionneront complètement. Le résultat sera une galaxie elliptique géante. Fini les spirales élégantes, juste un amas chaotique de milliers de milliards d'étoiles tournant sur des orbites aléatoires. Les astronomes ont déjà donné un nom à cette future galaxie, Milkomeda, un nom bien mignon pour la mort de deux anciennes spirales. La question cruciale est donc, la Terre survivra-t-elle? Notre Soleil survivra probablement à la fusion, mais d'ici là, dans environ 5 milliards d'années, il aura commencé à consommer son propre carburant et à mourir. La collision se produit juste avant la mort du Soleil. C'est très juste. Peut-être aurons-nous un siège au premier rang pour les premières étapes de ce spectacle grandiose. Et la pensée que personne n'évoque. Et si Andromède aussi était plus grande que prévu? Tout comme nous nous sommes trompés sur nous-mêmes, si les deux galaxies sont des géants, la collision se produira encore plus tôt. Le chaos gravitationnel sera plus intense et la galaxie fusionnée finale sera d'une taille qui dépasse notre imagination. Peut-être voyons-nous déjà les premiers signes. Peut-être que nos halos, dans cet océan invisible de matière noire, se touchent déjà. La collision n'est pas à venir. Peut-être a-t-elle déjà commencé. Imagine que tu puisses voir un enregistrement accéléré des 4 prochains milliards d'années. Andromède grandirait lentement dans le ciel nocturne.
D'abord, à peine perceptible, puis de façon spectaculaire. À un moment donné, elle remplirait la moitié du ciel. Une spirale géante suspendue au-dessus de nous, plus brillante que la Lune. Puis, les forces de marée commenceraient, les deux galaxies se tordraient, des courants d'étoiles se répandraient dans toutes les directions. Le ciel serait rempli de nouvelles étoiles, de supernovas, de l'éclat des régions de formation d'étoiles. Le plus grand spectacle de l'histoire de l'univers. Mais y aura-t-il quelqu'un pour le voir ? 4 milliards d'années, c'est une durée inimaginable pour l'humanité. Des galaxies plus grandes entrent en collision différemment. Le processus dure plus longtemps. Leurs puits de gravité sont plus profonds. Donc, la plupart des étoiles qu'elles éjectent dans l'espace finissent par revenir. Elles doivent tourner l'une autour de l'autre plusieurs fois pour fusionner. La Voie lactée et Andromède ne fusionneront pas en douceur. Elles se battront. Les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie finiront aussi par fusionner. Cette fusion émettra des ondes gravitationnelles détectables dans tout l'univers. L'explosion de formation d'étoiles déclenchée par la première collision consommera la majeure partie du gaz disponible. Quelques milliards d'années plus tard, la formation d'étoiles cessera. Milkomeda sera une galaxie rouge et morte. Des étoiles âgées, pas de nouvelles, s'éteignant lentement. Fatiguées, vieilles, mais immensément puissantes. Et nous ? Le système solaire survivra probablement, mais il ne sera peut-être pas au même endroit. Nous pourrions être projetés dans une partie complètement différente de la galaxie, à des milliers d'années-lumière de notre position actuelle. Ou nous pourrions être complètement éjectés, des orphelins exilés dans l'espace intergalactique. Si cela se produisait, notre ciel nocturne changerait radicalement. Fini la bande argentée de la Voie lactée, juste une obscurité noire et profonde parsemée de quelques rares galaxies lointaines. Et dans cette obscurité, Milkomeda apparaîtrait comme une tache brillante. Une maison lointaine où nous ne pourrions jamais revenir. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation. Nous ne savons pas si nous survivrons aussi longtemps. Mais la physique est claire. La Voie lactée et Andromède entreront en collision. Et lorsque cela se produira, ce sera le plus grand événement de l'histoire de notre galaxie. Ce moment que nous vivons, ce calme avant la tempête, profite du ciel ordonné que nous voyons lorsque nous levons la tête la nuit, de l'orbite stable de la Terre autour du Soleil. Car cette paix, cette tranquillité est temporaire. Dans quelques milliards d'années, rien de tout cela n'existera. Tout sera chaos. Mais peut-être que le chaos n'est qu'un autre mot pour la transformation, pour l'évolution, pour la façon dont l'univers se réinvente. La collision avec Andromède n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement dans l'histoire de notre voisinage cosmique. Et ce commencement arrive plus tôt que nous le pensions. Grâce à une galaxie 2 fois plus grande que ce que nous avions mesuré, grâce à cette matière noire invisible qui s'étend bien plus loin que nous ne le savions. Andromède arrive. Et nous, au moins, nous commençons à comprendre ce qui va se passer. C'est déjà quelque chose. Vivre dans l'univers, c'est changer, c'est s'adapter. La Voie lactée le fait depuis des milliards d'années, et elle le fera à nouveau. Seulement cette fois avec un partenaire, avec Andromède. Ensemble, elles créeront quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, de plus complexe, quelque chose que l'univers n'a jamais vu auparavant. Mais comment notre galaxie est-elle parvenue à cette puissance colossale, à cette rencontre inévitable ? La réponse se cache dans une histoire sanglante, murmurée entre les étoiles. La Voie lactée est une cannibale. Notre galaxie a atteint sa taille actuelle en dévorant les autres.
Des centaines de petites galaxies sont tombées dans notre puits de gravité, ont été déchiquetées et avalées. Leurs étoiles sont devenues nos étoiles. C'est ainsi que les galaxies grandissent, pas par une lente accumulation, mais par la violence, par des fusions galactiques, par la survie du plus massif gravitationnellement. Les preuves de ces anciens repas nous entourent, ces courants d'étoiles fantomatiques qui s'enroulent autour de la galaxie. Chaque courant est un cadavre, le souvenir d'une galaxie naine qui s'est trop approchée. La Voie lactée l'a démembrée, étirant ses étoiles en longues bandes. Et ces bandes orbitent autour de nous pendant des milliards d'années avant de se disperser complètement. La naine du Sagittaire est en train d'être dévorée sous nos yeux. Nous l'avons prise en flagrant délit. Au cours du prochain milliard d'années, ces étoiles se disperseront dans la Voie lactée et il ne restera d'elles qu'un fantôme dans les données. Mais le Sagittaire n'est que la dernière victime. Notre galaxie s'est nourrie de nombreuses fois auparavant. Gaïa, Encelade, fut un grand repas. Il y a environ 10 milliards d'années, une galaxie représentant un quart de la masse de la Voie lactée de l'époque est entrée en collision avec nous. Ce fut une fusion violente. Mais la Voie lactée a gagné. Nous avons complètement absorbé Gaïa, Encelade. Ces milliards d'étoiles peuplent maintenant notre halo. Les anciens citoyens d'une civilisation déchue. Comment connaissons-nous cette ancienne fusion? Leurs étoiles orbitent différemment des nôtres. Elles se déplacent dans la direction opposée. Leur mouvement trahit leur origine étrangère. Leur chimie est différente. Elles contiennent moins d'éléments lourds. Elles sont nées dans une autre maison. La fusion du Kraken fut encore plus précoce, encore plus massive. Cette fusion a remodelé notre galaxie, construisant une grande partie de notre structure de disque. La naine de Sequoia, les courants de Helmi, même l'immense amas globulaire Omega Centauri, tous sont les restes de galaxies avalées, et le processus continue. Les nuages de Magellan seront le prochain repas, et dans le futur, Andromède entrera en collision avec nous. Ce sera le dernier repas, la fusion ultime qui nous transformera complètement. Ces galaxies avalées n'ont pas vraiment disparu. Leurs étoiles existent toujours, elles brillent toujours, elles orbitent toujours. Seulement maintenant, elles sont sur notre orbite. La Voie lactée n'est donc pas une entité unique, c'est un collectif, un empire cimetière construit sur les cadavres de dizaines, peut-être de centaines de petites galaxies. Et nous sommes les enfants de cet empire. Peut-être es-tu fait d'éléments forgés au cœur d'une étoile qui appartenait autrefois à Gaïa Encelade. Alors, que voyons-nous vraiment lorsque nous regardons la Voie lactée? Une entité unique ou un monument vivant, construit à partir des fantômes de dizaines de petites galaxies? Et nous, à l'intérieur de ce monument, qui sait de quelle étoile dévorée nous sommes, les enfants? Tu es en partie extraterrestre. Le fer qui compose ton corps, le calcium dans ton sang, ont été forgés au cœur d'étoiles venues de galaxies autrefois conquises. Nous sommes tous des immigrés, des citoyens d'un empire qui a effacé ses frontières en mangeant ses voisins. Pense à la possibilité que chaque étoile que tu vois dans le ciel nocturne vienne d'une autre galaxie, un soleil étranger qui fait maintenant partie de notre famille cosmique. Quelle sensation étrange de savoir que nous vivons dans une galaxie qui a littéralement mangé d'autres galaxies. Chaque courant d'étoiles dans le halo raconte une histoire. Une histoire de conquête, de destruction, une histoire de guerre galactique. Ces courants sont comme des sites archéologiques. En les analysant, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire d'une galaxie engloutie. Le courant du Sagittaire en est l'exemple le plus frappant.
il s'enroule 3 fois autour de la Voie lactée, une bande de millions d'étoiles provenant toutes de la même galaxie naine. Le courant de l'orphelin, lui, est le vestige d'une galaxie si complètement avalée qu'il ne reste aucune autre trace d'elle. Chaque courant est un mémorial pour une galaxie morte, et la Voie lactée est pleine de tels mémoriaux. Si la Voie lactée a avalé tant de galaxies, combien en a-t-elle mangé au total? Des centaines? Des milliers? Nous ne connaissons que les plus récentes, celles dont les traces sont encore fraîches. Qu'en est-il de celles avalées il y a 10 milliards d'années? Leurs traces ont été en grande partie effacées. Leurs étoiles se sont si bien mélangées que nous ne pouvons plus les identifier, mais elles sont là, quelque part dans la masse de la Voie lactée, cachées au sein de la population, les anciens citoyens de galaxies oubliées depuis longtemps. Et il y a d'autres repas à venir. Les nuages de Magellan, leur sort est scellé. Dans quelques milliards d'années, ils seront tous deux complètement intégrés à la Voie lactée. Mais le très grand repas arrive dans 4 milliards d'années, Andromède. Cette collision sera une consommation mutuelle. Les deux galaxies se mangeront l'une l'autre. Et après cette fusion, le cannibalisme galactique sera en grande partie terminé pour la Voie lactée. Il n'y aura plus de grandes victimes à proximité. Milkomeda régnera seule, une galaxie immense et isolée dans un univers en expansion. L'univers fonctionne comme un écosystème. Les grandes galaxies sont les prédateurs. Les petites galaxies sont les proies. Les fusions sont des chasses. C'est la loi de la jungle galactique. Et la Voie lactée est l'un des chasseurs les plus accomplis du groupe local. Quelle sensation étrange de faire partie d'un prédateur cosmique. Alors, que signifie pour nous cette nouvelle Voie lactée? Plus grande? Le nombre d'étoiles a doublé. Notre galaxie contient maintenant environ 400 milliards d'étoiles. Ce nombre est ahurissant. Si tu comptais une étoile par seconde, il te faudrait 12 700 ans pour les compter toutes. 400 milliards d'étoiles signifie 400 milliards de chances de trouver des planètes. Des estimations prudentes suggèrent qu'il y a au moins 2,4 milliards de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie, exactement le double des estimations précédentes. Même si la vie est incroyablement rare, si elle apparaît sur une planète sur 1 million, cela fait toujours 2400 mondes abritant la vie dans la Voie lactée. Et si la vie intelligente est encore plus rare, sur une planète sur 1 milliard, nous pourrions encore avoir 2 ou 3 civilisations quelque part. Double les étoiles, double les planètes, double les chances que nous ne soyons pas seuls. La Voie lactée est devenue 2 fois plus peuplée, ce qui rend notre solitude cosmique encore plus étrange, encore plus profonde. Avec autant d'étoiles, autant de planètes, autant de chances, où est tout le monde? Et peut-être la pensée la plus troublante est celle-ci. La Voie lactée n'est pas spéciale. Si nous avons si mal mesuré notre propre galaxie, alors nous avons mal mesuré toutes les galaxies de l'univers. Et si cette erreur n'était pas limitée à nous seuls? Et si cette erreur fondamentale que nous avons commise en cartographiant notre propre maison signifiait que la règle que nous utilisons pour mesurer le reste de l'univers est également fausse? C'est la pensée profonde qui empêche les astronomes de dormir la nuit et les pousse à recalculer tout ce qu'ils pensaient savoir. Chaque galaxie de l'univers pourrait être 2 fois plus grande que ce qui est enregistré. Le recensement cosmique doit être entièrement réécrit. Nous regardons les galaxies pour comprendre l'univers. Ce sont les balises qui nous disent comment la matière est distribuée, comment la structure se forme, comment l'énergie noire pilote cette expansion implacable. Si toutes ces balises sont plus grandes
que nous ne le pensions, alors chaque calcul change. La masse des galaxies a tout à voir avec la façon dont elles interagissent. Des galaxies plus grandes ont une gravité plus forte. Elles volent des étoiles plus facilement. Elles dominent leurs groupes locaux de manière plus absolue. Si tu recalcules leur masse, tu recalcules toute l'histoire de l'évolution galactique. Ce problème s'étend jusqu'à notre façon de mesurer les distances. Nous utilisons certains types de galaxies, comme des phares de l'univers, des chandelles standards. Mais si ces galaxies sont plus grandes et donc intrinsèquement plus lumineuses, alors nos distances par rapport à elles changent aussi. Le taux d'expansion de l'univers change. Nos mesures de l'énergie noire dépendent de ces calculs délicats. Et si les galaxies sont universellement plus grandes, nos conclusions sur l'énergie noire changent aussi. L'univers pourrait s'étendre plus vite ou plus lentement que nous ne le pensions. L'ensemble de la toile cosmique pourrait être plus dense, plus étroitement tissé que nous ne le pensions. Cela pourrait expliquer certaines vieilles énigmes, comme le problème des satellites manquants. Peut-être que ces satellites perdus sont là, simplement beaucoup plus loin que nous le pensions, orbitant dans le champ d'influence gravitationnelle, nouvellement découvert, et plus large de leur maître. Mais ce recalcul crée aussi de nouveaux problèmes. Si les galaxies sont plus grandes, l'espace entre elles est plus petit. L'univers devient plus peuplé. Les collisions se produisent plus tôt. La chronologie de l'évolution cosmique s'accélère. Puis, le James Webb a ouvert ses yeux sur l'espace. Il a été conçu pour entendre les murmures des plus anciennes galaxies, pour voir derrière les rideaux de poussière. Personne ne s'attendait à ce qu'il bouleverse fondamentalement notre compréhension de notre propre maison, la Voie lactée. Mais c'est ce qui s'est passé. En utilisant la lumière infrarouge, Webb a percé le gaz et les débris qui bloquent la lumière visible. Il a cartographié des régions de notre galaxie que nous n'avions jamais vues clairement auparavant. Et ce qu'il a trouvé a surpris tout le monde. Plus de structure, plus d'étoiles, plus de complexité que ce que les modèles prévoyaient. Les régions extérieures de la galaxie n'étaient même pas vides comme nous le pensions. Des étoiles pâles, par milliards, peuplaient ces zones que nous supposions vides. Mais le coup de grâce est venu des mesures de lentilles gravitationnelles. Webb a observé, avec une précision sans précédent, comment la lumière des galaxies lointaines se courbait autour de la Voie lactée. Si tu mesures la courbure, tu calcules la masse. Le résultat était indiscutable. 4000 milliards de masse solaire, peut-être plus. 3 fois l'ancienne estimation. Les scientifiques pouvaient débattre des théories, mais ils ne pouvaient pas contester la physique directe et observée. Lentement, à contre-cœur, le consensus scientifique a changé. La Voie lactée était plus grande, beaucoup plus grande. Les manuels scolaires avaient tort. Voici ce que tout cela signifie. Nous vivons dans une galaxie que nous sommes encore en train de mesurer. Nous sommes assis à l'intérieur d'une structure si grande qu'elle défie toute observation complète, en essayant de la cartographier, sachant que notre vue est limitée, incomplète. 200 000 années-lumière est notre meilleure réponse aujourd'hui. Mais pose à nouveau cette question dans 10 ans. De nouvelles mesures l'auront changée. Elles la changent toujours. La Voie lactée n'attend pas d'être comprise. Elle continue de tourner, de grandir, de manger de petites galaxies et de se révéler lentement à ceux qui la regardent. Pendant 70 ans, nous nous sommes trompés. Et maintenant, nous le savons. C'est le progrès. C'est la science. C'est en admettant nos erreurs, en corrigeant nos mesures et en allant de l'avant que nous apprenons. Peut-être que tu as déjà feuilleté les pages d'un livre d'astronomie.
tes yeux se sont arrêtés sur ce diagramme familier et élégant de la spirale de la Voie lactée. Et en dessous, ce chiffre fiable. 100 000 années-lumière. Une mesure fondamentale que nous avons apprise, enseignée et utilisée pendant des générations pour cartographier l'univers. Et si cette carte, cette information la plus élémentaire, était complètement fausse depuis le début? Pas un peu, pas avec une petite marge d'erreur, mais fausse de moitié, tout simplement. Pendant 70 ans, nous nous sommes trompés dans l'histoire que nous nous racontions. Cette image, imprimée sur chaque poster de salle de classe, dans chaque animation de documentaire, dans chaque article d'encyclopédie auquel nous faisions confiance, n'était qu'une ombre de la réalité. Pendant tout ce temps, nous étions les habitants d'une galaxie 2 fois plus large, peut-être même plus, que nous ne l'imaginions. Le rideau levé par les nouvelles technologies a révélé une vérité qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir. De la manière dont nous mesurons l'univers, à la date de notre fusion avec notre voisine Andromède, et même jusqu'à la question de savoir si nous sommes seuls dans cet océan cosmique. Depuis des années, les scientifiques sentaient que quelque chose ne collait pas. Les données arrivaient au compte-gouttes, comme des indices, des anomalies qui résistaient au modèle. Des étoiles aux confins de la galaxie se déplaçant bien plus vite que prévu. Des galaxies satellites avec des orbites incroyablement éloignées. Des chiffres qui ne concordaient jamais dans les calculs de masse. Et puis, les mesures ont commencé à déferler comme un torrent. Les données de la sonde spatiale Gaia, les observations de l'espace profond de James Webb, les études des radiotélescopes cartographiant patiemment les nuages d'hydrogène dans les couches externes de notre galaxie. Chaque nouvel instrument, chaque nouvelle perspective révélait le même schéma troublant. La Voie lactée s'étendait bien au-delà de là où nous pensions qu'elle se terminait. Le problème ici n'était pas la négligence des astronomes. Le problème, c'est l'immense difficulté inhérente à la mesure de notre propre galaxie depuis l'intérieur. Imagine que tu es au cœur d'une ville immense et que tu essaies de cartographier ses limites. Tu ne peux pas voir les bords. Tu ne peux pas prendre du recul pour avoir une perspective d'ensemble. Tu es entouré d'un rideau de bâtiments, de lumière et de bruit. Notre situation n'est pas différente. Nous dérivons dans un bras spiral, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Nous sommes cernés par des étoiles et de la poussière cosmique qui obscurcissent notre vue. Pendant des décennies, les scientifiques ont utilisé la méthode la plus logique à leur disposition. Ils ont regardé dans toutes les directions et ont identifié les étoiles les plus brillantes et les plus lointaines qu'ils pouvaient voir. Ils ont tracé une ligne imaginaire, là où ces étoiles devenaient plus rares, moins nombreuses. Et voilà, c'était notre frontière. 100 000 années-lumière. L'affaire semblait classée. Mais la réalité n'a jamais été aussi simple, car notre galaxie n'a pas un bord net comme une assiette. Elle s'estompe lentement dans le vide. Les étoiles se dispersent en de fins courants et en nuages épars, bien au-delà des limites de notre imagination. Et le halo de matière noire invisible et gigantesque qui entoure toute cette matière visible s'étend encore plus loin, beaucoup plus loin. Les anciennes mesures ne suivaient que ce qui brillait, ce qui était évident. Elles ignoraient cet immense halo diffus qui enveloppe tout. La révolution technologique et les nouvelles données qui ont tout changé nous ont montré les courants d'étoiles. Ce sont des rivières d'étoiles, vestiges de galaxies plus petites que la Voie lactée a englouties il y a des millions d'années. Ces courants sont comme des fossiles cosmiques errant dans l'espace,
Leur trajectoire dessine la carte de la véritable influence gravitationnelle de notre galaxie, sa véritable puissance. Lorsque les chercheurs ont suivi ces courants, ils les ont trouvés en orbite bien au-delà de la frontière supposée de 100 000 années-lumière à 200 000 années-lumière et même plus loin. Nous mesurions une ombre. La Voie lactée, elle, était un géant. Cette découverte ne signifie pas seulement mettre à jour un chiffre dans un manuel. Elle réécrit fondamentalement notre compréhension de la structure galactique. Elle modifie la chronologie de notre rendez-vous avec Andromède. Elle double le volume d'espace que nous devons sonder pour chercher la vie dans l'univers. Chaque calcul basé sur l'ancienne taille s'effondre maintenant comme un château de cartes. Mais la pensée la plus troublante n'est-elle pas celle-ci? Si nous nous sommes trompés à ce point sur notre propre maison, notre propre galaxie, sur quoi d'autre pourrions-nous nous tromper? Combien d'autres galaxies sont 2 fois plus grandes que nous ne le pensons? Imagine que tu es au milieu du désert du Sahara, les yeux bandés. Ta mission, mesurer l'ensemble du désert. Tu ne peux pas enlever le bandeau. Tu ne peux pas regarder une image satellite. Tout ce que tu peux faire, c'est sentir le sable sous tes pieds et écouter le murmure du vent. Avec quelle précision pourrais-tu le cartographier? C'est exactement la situation à laquelle les astronomes ont été confrontés pendant des décennies. Les nuages de poussière bloquent notre vue dans presque toutes les directions. Le centre galactique est caché derrière d'épais murs de gaz et de débris. Avec des télescopes optiques, nous ne voyons peut-être que 10% de notre galaxie. Le reste est dissimulé dans cette obscurité que seules les ondes infrarouges et radio peuvent pénétrer. En comparaison, mesurer notre voisine Andromède, c'est tellement plus simple. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Nous pouvons la voir dans son intégralité, d'un bord à l'autre, de la tête aux pieds. Nous pouvons la photographier, compter ses bras spiraux. Mesurer notre propre galaxie, c'est comme essayer de dessiner son propre visage sans miroir, en plein milieu d'un épais brouillard. Les premiers astronomes n'avaient pas le choix. Ils ont mesuré ce qu'ils pouvaient voir. Ils ont utilisé des étoiles, comme les céphéides variables, qui pulsent à des rythmes prévisibles, comme des balises de distance. Ils ont calculé les distances des amas globulaires, ces anciennes collections d'étoiles en orbite autour du noyau galactique. Ils ont construit une carte, pas à pas, comme s'ils assemblaient un puzzle les yeux bandés. La véritable percée est venue lorsque les scientifiques ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser non seulement la lumière, mais aussi le mouvement. Tout dans la galaxie, les étoiles, les nuages de gaz, les amas entiers, orbitent autour du centre, et tout se déplace à des vitesses spécifiques, en fonction de la force de la masse qui les attire. Si tu mesures la vitesse, tu peux calculer la masse, et de là, estimer la taille. Mais c'est là que les choses sont devenues étranges. Les vitesses ne correspondaient pas à ce qu'elles auraient dû être. Les étoiles aux confins de la galaxie se déplaçaient à une vitesse ahurissante. D'après la masse visible, ces étoiles auraient dû être éjectées dans les profondeurs de l'espace depuis longtemps. Quelque chose d'invisible, une masse énorme, les maintenait en orbite. C'était la matière noire, un halo gigantesque qui enveloppe notre galaxie comme un cocon gravitationnel. C'est là que les anciennes mesures ont échoué. Elles n'avaient compté que ce qu'elles pouvaient voir, les étoiles brillantes et le gaz. Elles avaient ignoré ce squelette sombre, cette masse invisible qui maintient tout ensemble. Les télescopes modernes d'aujourd'hui ont changé la donne. Gaïa suit la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision sans précédent.
les radiotélescopes cartographient le gaz d'hydrogène qui s'étend jusqu'au halo le plus externe. Les yeux infrarouges nous permettent de voir à travers les nuages de poussière qui absorbent la lumière visible. Et nous utilisons les dizaines de petites galaxies satellites en orbite autour de la Voie lactée, comme les grands et petits nuages de Magellan, comme des masses de test. Leur trajectoire nous révèle le véritable champ gravitationnel créé par la masse totale de notre galaxie, visible et invisible. Ainsi, cette carte simple et nette disparaît, remplacée par un portrait plus complexe, plus grand et bien plus mystérieux. Notre propre maison est bien plus vaste, bien plus immense que nous le pensions. Et nous commençons à peine à comprendre cette réalité. Lorsque les scientifiques ont assemblé toutes ces pièces, le tableau qui en est ressorti les a stupéfiés. La Voie lactée n'était pas cette spirale modeste de taille moyenne que nous imaginions. C'était un poids lourd, un géant galactique. Son diamètre était peut-être 2 fois plus grand et sa masse 3 fois plus importante. Alors, si mesurer notre maison de l'intérieur est si difficile, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque nous essayons de comprendre ce qui est plus loin, beaucoup plus loin? Les courants d'étoiles. Même si leurs noms semblent exotiques, ils sont en réalité des scènes de crimes cosmiques, des preuves de violence figées dans le temps. Il y a des milliards d'années, des galaxies plus petites et sans défense se sont approchées dangereusement de la Voie lactée. Notre gravité les a capturées, les a déchirées sans pitié et les a étirées comme du chewing-gum. Mais leurs étoiles n'ont pas disparu. Elles se sont dispersées en longues rivières de lumière, transformées en souvenirs orbitant autour de notre galaxie sur des trajectoires fines et fantomatiques. Certains de ces courants sont si vastes qu'ils couvrent une zone plus grande que toute l'orbite de la Terre autour du Soleil. D'autres contiennent des milliers d'étoiles se déplaçant en parfaite harmonie. Pendant longtemps, nous ne les avons pas remarqués. Ils ressemblaient au bruit de fond du ciel, pâle, lointain, sans importance. Pourtant, ils étaient les règles les plus honnêtes que nous possédions pour mesurer notre galaxie. Voici pourquoi ils sont si importants. Un courant d'étoiles suit une orbite dictée uniquement par la gravité. Chaque étoile du courant se déplace en fonction de la masse totale qui l'attire. Si tu mesures la trajectoire du courant, tu mesures le champ gravitationnel lui-même. Il n'y a pas d'estimation, pas d'hypothèse, juste de la physique pure. Le courant du Sagittaire est peut-être le plus célèbre. Il s'enroule plusieurs fois autour de toute la Voie lactée, comme un ruban autour d'un paquet cadeau. Lorsque les scientifiques ont suivi ce courant à travers le ciel, ils ont réalisé qu'il s'étendait bien au-delà de ce que nous connaissions comme l'ancienne frontière galactique. Le courant continuait, comme s'il n'allait jamais finir, ce qui signifiait que l'influence gravitationnelle de la Voie lactée continuait aussi. Puis est venu le courant GD1, une fine rivière d'étoiles flottant dans le halo externe. Lorsque les chercheurs ont cartographié sa courbe, ils ont trouvé quelque chose qui semblait impossible. Le courant était courbé d'une manière qui nécessitait beaucoup plus de masse que ce que la galaxie visible contenait. Soit les lois de la physique étaient fausses, soit nous passions à côté de quelque chose de gigantesque. La réponse, comme toujours, était la matière noire. Les courants l'ont révélée comme une encre invisible sous une lumière ultraviolette. L'énorme effet gravitationnel qui façonnait ces rivières d'étoiles provenait d'une matière que nous ne pouvions pas voir. Une matière qui s'étendait 2 fois plus loin que les étoiles visibles. Le courant de l'orphelin est particulièrement mémorable. Il orbite si loin que pendant des années,
les scientifiques ont débattu pour savoir s'il appartenait à la Voie lactée ou à une autre galaxie. De nouvelles mesures l'ont confirmé. Le courant était à nous. Et cela signifiait que l'influence de la Voie lactée s'étendait au moins aussi loin. Chaque nouveau courant découvert a ajouté des milliers d'années-lumière à notre rayon galactique. Les chiffres n'ont cessé d'augmenter. 120 000 années-lumière, 150 000, et enfin 200 000. Les courants d'étoiles ont donné aux astronomes une réalité tangible, sur le terrain. On ne peut pas contester un courant d'étoiles qui porte en lui l'information de son orbite. Leur trajectoire, c'est la vérité elle-même. La question n'était plus de savoir quelle était la taille de la Voie lactée. La vraie question était: comment avons-nous pu passer à côté de ça pendant si longtemps? En ce moment, tu penses regarder la Voie lactée. Mais en réalité, ce que tu vois, c'est son squelette, ses os, seulement les parties qui brillent. 90% de notre galaxie est invisible. La matière noire n'est plus seulement une théorie. Elle a été confirmée, mesurée et cartographiée. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais nous ressentons ses effets partout. Dans les étoiles qui tournent trop vite, dans les galaxies qui restent groupées sans se disperser, dans la lumière d'objets lointains qui se courbent autour d'une masse invisible. Dans la Voie lactée, la matière noire n'est pas juste un poids supplémentaire. La fusion du Kraken fut encore plus précoce, encore plus massive. Cette fusion a remodelé notre galaxie, construisant une grande partie de notre structure de disque. La naine de Séquoia, les courants de Helmi, même l'immense amas globulaire, Oméga Centauri, tous sont les restes de galaxies avalées. Et le processus continue. Les nuages de Magellan seront le prochain repas. Et dans le futur, Andromède entrera en collision avec nous. Ce sera le dernier repas, la fusion ultime qui nous transformera complètement. Ces galaxies avalées n'ont pas vraiment disparu. Leurs étoiles existent toujours. Elles brillent toujours. Elles orbitent toujours. Seulement maintenant, elles sont sur notre orbite. La Voie lactée n'est donc pas une entité unique. C'est un collectif, un empire cimetière construit sur les cadavres de dizaines, peut-être de centaines de petites galaxies. Et nous sommes les enfants de cet empire. Peut-être es-tu fait d'éléments forgés au cœur d'une étoile qui appartenait autrefois à Gaïa Encelade. Alors, que voyons-nous vraiment lorsque nous regardons la Voie lactée? Une entité unique ou un monument vivant construit à partir des fantômes de dizaines de petites galaxies? Et nous, à l'intérieur de ce monument, qui sait de quelle étoile dévorée nous sommes les enfants? Une galaxie elliptique, c'est le triomphe du chaos et du passé. Dans Milkomeda, il n'y aura pas d'orbite ordonnée. Des milliers de milliards d'étoiles se déplaceront comme des abeilles dans une ruche, sur des trajectoires étranges et inclinées, se croisant, venant de toutes les directions. L'orbite d'une étoile pourra s'étendre d'un bout à l'autre de la galaxie, en passant par le centre, sur un chemin complètement aléatoire. Ces orbites chaotiques sont le résultat direct des violentes secousses gravitationnelles subies par les étoiles lors de la fusion des deux galaxies. De plus, Milkomeda sera rouge et morte. Ce n'est pas seulement une expression poétique, c'est un fait astrophysique. Lorsque deux galaxies spirales entrent en collision, les nuages de gaz et de poussière qu'elles contiennent entrent également en collision. Ce choc les comprime si violemment qu'il déclenche la plus grande explosion de formation d'étoiles de l'histoire de la galaxie. Des milliards de masses solaires de gaz se transforment en étoiles en très peu de temps. Mais c'est le début de la fin. Cette formidable explosion consomme la quasi-totalité de la matière première nécessaire à la création de nouvelles étoiles.
le gaz restant est si chauffé par l'énergie des explosions de supernovas qu'il lui faudra des milliards d'années pour se refroidir et former de nouvelles étoiles. En conséquence, la naissance d'étoiles s'arrête. La galaxie devient incapable de produire de nouvelles générations d'étoiles jeunes, chaudes et bleues. Il ne reste que les étoiles nées précédemment, celles qui ont une longue durée de vie, qui sont plus froides et plus rouges. Avec le temps, ces étoiles vieillissent aussi et la couleur générale de la galaxie passe du bleu et du blanc au rouge et au jaune. Milkomeda ressemblera à un vieil empire sage qui a épuisé son énergie, perdu sa créativité, mais qui possède une masse immense grâce à la puissance combinée du passé. La nuit, le ciel ne sera plus un tableau dynamique et coloré, mais brillera d'une lumière ambrée, d'une beauté calme, immuable et mélancolique. Pour le reste du groupe local, la naissance de Milkomeda est une annonce de fin du monde. Andromède et la Voie lactée étaient les deux géants du groupe. Les quelques 80 galaxies naines restantes orbitaient soit autour de l'une, soit autour de l'autre. Lorsque ces deux géants fusionneront, l'entité gravitationnelle qui en résultera gouvernera le groupe local avec un absolutisme jamais vu auparavant. Il n'y aura plus de concept de voisinage. Le groupe local deviendra le garde-manger personnel de Milkomeda. Les grands et petits nuages de Magellan, la galaxie du Triangle, les satellites d'Andromède, tous seront finalement avalés. Ces galaxies naines tomberont une à une en spirale vers le halo de Milkomeda. Chaque absorption créera des ondulations à la surface de la galaxie géante, des structures en coquille pâle, comme les cercles créés par une pierre jetée dans un étang. Les futurs astronomes, en regardant ces immenses coquilles imbriquées dans le halo extérieur de Milkomeda, pourront dresser la liste des voisins que la galaxie a dévorés au cours des derniers d'un milliard d'années. Cela signifie l'homogénéisation du groupe local. Des dizaines de petites galaxies aux histoires chimiques différentes, aux populations stellaires différentes, se fondront et disparaîtront dans une seule, et même structure gigantesque. La diversité cosmique diminuera, laissant place à une uniformité gravitationnelle. Milkomeda, en Matsunsatni, consommant tout ce qui l'entoure, restera un titan de plus en plus isolé dans un univers en expansion. Un empire qui grandit en mangeant ses voisins finit par se retrouver tout seul, sans personne à gouverner. Tel sera le destin de Milkomeda. Et cette restructuration locale affecte également notre compréhension de la plus grande structure de l'univers, la toile cosmique. La toile cosmique est le squelette de l'univers, formé par les amas et superamas de galaxies et les immenses filaments de matière noire et de gaz qui les relient. Les galaxies se forment et vivent sur cette toile, dans les nœuds denses où les filaments se croisent. Les espaces intermédiaires sont d'immenses vides. Si des galaxies comme la Voie lactée et Andromède sont 2 fois plus grandes que nous le pensions, cela signifie que les filaments de la toile cosmique sont également beaucoup plus épais, plus denses et plus massifs que nous l'imaginions. Ces rivières cosmiques qui nourrissent les galaxies sont en fait des lits de crues. Cela explique aussi la formation des galaxies au début de l'univers. L'une des découvertes les plus surprenantes du télescope James Webb a été l'existence de galaxies étonnamment grandes et développées à une époque où l'univers était encore très jeune. Cela semblait impossible selon les modèles actuels. Il n'y avait pas assez de temps pour que les galaxies grandissent aussi vite. Mais si les filaments de la toile cosmique sont beaucoup plus denses, ces premières galaxies ont peut-être été constamment alimentées par une source plus riche de gaz et de matière noire. Leur croissance n'a peut-être pas été le fruit d'un régime pauvre, mais d'un véritable festin.
Le simple fait de remesurer la taille de notre propre galaxie a peut-être ouvert une porte sur l'un des plus grands mystères des premiers instants de l'univers. Dès le début, l'univers était un lieu plus structuré, plus dense et évoluant plus rapidement que nous le pensions. Cela affecte également nos idées sur le destin final de l'univers. L'expansion de l'univers est accélérée par l'énergie noire. Cette expansion finira par éloigner les amas de galaxies les uns des autres, au point qu'ils ne pourront plus voir la lumière des autres. Si les galaxies et les halos qui les entourent sont plus grands, la force gravitationnelle qui maintient ces amas liés est également plus forte. Peut-être pourront-ils résister à la force séparatrice de l'énergie noire un peu plus longtemps que nous le pensions. Bien qu'un scénario comme le Big Crunch soit encore très improbable, les structures de l'univers pourraient être plus résistantes que nous le prévoyions à cette solitude finale et à la mort thermique. Tout est un écho de cette première et simple erreur de mesure. Le fait de mal comprendre la taille de notre propre maison nous oblige à repenser tout, du début à la fin de l'univers, dans un effet domino. Ainsi, nous revenons à notre point de départ. Une carte simple et élégante, en laquelle nous avons cru pendant 70 ans, et à sa place, une nouvelle réalité bien plus grande, plus complexe, plus violente et plus mystérieuse. Cette découverte n'est pas seulement la mise à jour d'un chiffre, c'est une révolution de perspective. Elle nous donne 3 leçons fondamentales sur notre place dans l'univers. La première, c'est une leçon d'humilité. Le fait que nous nous soyons trompés à ce point sur une question aussi fondamentale concernant notre propre maison, notre foyer cosmique, le plus proche, montre à quel point nos affirmations sur le reste de l'univers sont fragiles. Tout ce que nous pensons savoir est une hypothèse temporaire qui peut être ébranlée par la prochaine observation, le prochain télescope. L'univers est indifférent à nos tentatives de le comprendre et ne révèle ses secrets que quand et comme il le souhaite. Nous sommes comme des enfants qui examinent un grain de sable sur la plage et pensent avoir compris l'océan tout entier. La deuxième, c'est une leçon de connexion. L'idée que le fer dans notre corps ait pu être forgé dans une étoile d'une galaxie engloutie il y a des milliards d'années nous lie profondément à la trame de l'univers. Nous ne sommes pas des êtres isolés. Nous sommes les produits des fusions galactiques, du cannibalisme cosmique et des cycles de vie des étoiles. Lorsque nous regardons la Voie lactée, nous ne voyons plus une seule entité, mais un monument vivant d'une histoire de milliards d'années, d'innombrables conquêtes et fusions. Et nous sommes les enfants des fantômes à l'intérieur de ce monument. C'est une connexion qui ne réduit pas notre solitude, mais la rend au contraire plus profonde et plus significative. La troisième, et peut-être la plus importante, c'est une leçon de potentiel. Une galaxie doublée de taille signifie un potentiel doublé. 2 fois plus de possibilités pour la vie, pour l'intelligence, pour des formes d'existence que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est une raison d'espérer, malgré le silence du paradoxe de Fermi. Peut-être n'avons-nous pas encore regardé au bon endroit. Peut-être n'avons-nous pas encore posé la bonne question. Peut-être que le silence de l'univers n'est pas dû à son vide, mais à notre surdité. Le voyage pour découvrir les vraies dimensions de la Voie lactée est la science à son meilleur. Un processus qui renverse les vieux dogmes, affronte des vérités dérangeantes et, avec chaque réponse, soulève des questions encore plus grandes. Cette vieille carte de 100 000 années-lumière ne doit plus être vue comme une erreur, mais comme une étape de notre voyage, une fondation sur laquelle nous nous tenons. Maintenant, nous dessinons une nouvelle carte. Cette carte indique 200 000 années-lumière.
Mais nous savons que ce n'est pas non plus la carte finale. Les générations futures verront ce que nous ne pouvons pas voir, mesureront ce que nous ne pouvons pas mesurer, et mettront à jour notre carte à leur tour. Car la Voie lactée n'est pas un objet statique, mais un être vivant, qui respire et qui change. Elle continue de grandir, d'avaler et d'évoluer avec nous. Et nous, dérivant dans cette rivière sombre, à l'intérieur de cette structure immense, magnifique, effrayante et encore largement inconnue, nous pouvons nous accrocher à une seule certitude. L'univers est toujours plus grand que nous ne le pensons. Et c'est peut-être la vérité la plus excitante que l'on puisse connaître. La Voie lactée. Ce n'est pas seulement une galaxie, c'est notre foyer. Et apprendre que ce foyer est 2 fois plus grand que nous l'imaginions a changé à jamais notre perception de notre place dans l'univers. Dans cette immense maison cosmique, nous avons maintenant plus de pièces, plus de couloirs à explorer. C'est l'excitation la plus pure de la science et de la découverte. Mais chaque grande maison a aussi ses pièces sombres et silencieuses. Alors que nous avons toujours tourné notre regard vers les étoiles les plus brillantes, les nébuleuses les plus colorées, les vrais secrets de l'espace se cachent parfois dans l'obscurité totale entre ces étoiles. Et les données récentes ont commencé à murmurer que ce vide n'est pas aussi innocent que nous le pensions. Certains recoins de notre immense foyer pourraient abriter des vérités étranges et dérangeantes, au-delà des lois de la physique que nous connaissons. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'ombre de ces découvertes lumineuses. Nous examinerons les nouvelles découvertes qui montrent pourquoi l'espace peut être non seulement impressionnant, mais aussi dangereux et profondément troublant. Fais partie de ce voyage pour écouter avec nous les murmures de l'obscurité. D'ici là, pense à ce vide profond entre les étoiles. L'univers, fais-en ton rêve.